Paris-Sorbonne, à Paris 4, et je vais faire une présentation rapide parce que le temps passe. Il est, donc je vous disais, spécialiste des littératures francophones. Il est donc le rédacteur en chef de la revue Présence africaine, qui est une revue très importante dans ce milieu, et le directeur, entre autres, du Centre international des études francophones. Il dirige aussi au PUPS, aux presses universitaires de Paris-Sorbonne, les lettres francophones. Il est surtout reconnu pour un ouvrage qui a été fortement apprécié dans le milieu littéraire et de la francophonie, mais pas seulement, littéraire en général. C'est sa biographie d'Aimé Césaire, qui est parue en 2010, c'est cela, et pour laquelle il a eu plusieurs prix, dont le prix du livre d'histoire du Sénat, qui est un prix de très grande reconnaissance en France. Il a travaillé aussi sur une biographie d'Édouard Glissant, et il a aujourd'hui sous presse, un livre sous presse, c'est-à-dire que c'est un livre qui va sortir sous peu, un livre sur les poétiques de notre ami Dany Laferrière. Je dis notre ami puisque c'est un de nos collègues à Middlebury. Nous en sommes très fiers puisqu'il est aussi académicien. Donc, à toi, Romuald, nous avons le plaisir de t'écouter. J'espère que les images viendront. Merci Madame la directrice adjointe, merci chère Rachel. Je crois que cette séance va faire plaisir à mon ami Agostini qui déteste tout ce qui est technique parce qu'il pense toujours que ça tombe en panne. Il pense qu'il faudrait tout faire de façon mécanique. Je vous remercie d'être là ce soir pour discuter d'un sujet qui, dans mon travail, est un sujet qui est déjà assez ancien et que j'ai dû reprendre à la demande du directeur de l'école française, Philippe France, qui m'a demandé si je voulais bien faire une conférence pour la session de cette année, et en me disant ceci, je cite, j'ouvre les guillemets, surtout si tu as quelque chose sur le feu tout de suite, oui, ça me va très bien. Donc je ferme les guillemets. Je n'avais pas grand-chose sur le feu, mais je me suis souvenu que j'avais fait un travail sur les voyages, les migrations et la littérature il y a déjà quelques années, et je me suis permis en fait de le reprendre, c'est ce que je voudrais vous proposer aujourd'hui. Donc ce sera des choses anciennes, ce sera également des choses nouvelles. Pourquoi est-ce que la question des migrations peut être intéressante en littérature? Pour au moins 3 raisons. La première, c'est que la notion des migrations en France, en particulier, puisque c'est bien ça qui va m'intéresser, la question des migrations en France est toujours biaisée, si on la compare, par exemple, à la question des migrations au Québec. J'aurai l'occasion, n'est-ce pas, d'y revenir. Autant la question des migrations au Québec est une question positive, avec les incidences que cela peut avoir sur la question de la littérature, on va parler de littérature des migrants et de littérature migrante, concept qui va être développé au Québec, autant, dès qu'il s'agit de la France, en particulier, j'allais dire même de la France métropolitaine en particulier, le terme de migrant, le terme de migration, sont toujours des termes qui sont absolument négatifs, sont toujours des termes qui sont absolument biaisés. Et pour ce faire, il n'est pas nécessaire, n'est-ce pas, de rappeler l'état de la littérature, l'état d'un certain nombre d'idéologues français, qu'il s'agit de Renaud Camus par exemple, ou bien d'Éric Zemmour, pour ne prendre que des exemples comme cela, qui vont en quelque sorte fabriquer un certain nombre de concepts qui peuvent être pertinents ou peuvent ne pas l'être, mais qui d'une certaine façon traduisent le regard toujours négatif qui peut être porté sur la question des migrations. Et à ce discours qui est un discours totalement négatif, répond parfois, on le sait, dans l'espace qui est l'espace français, un autre type de discours qui lui n'est pas du tout littéraire, qui est un discours idéologique et qui masque par là même des productions qui sont des productions littéraires. Ça, c'est la première chose. Deuxième chose, assez intéressante, alors du point de vue de l'histoire littéraire elle-même, qui est l'histoire littéraire des francophonies, on fait comme si, en général, la question des déplacements, des voyages, l'écriture littéraire, étaient des questions qui étaient nouvelles, alors qu'elles sont très très anciennes. Si on fait remonter l'histoire à la fin du XIXe siècle, on s'aperçoit que déjà à la fin du XIXe siècle, il y avait des voyages, des écrivains voyageurs. Ça ne s'appelait pas migrants à l'époque, mais c'était déjà une des conditions qui était celle justement de la production littéraire, qui vont, en quelque sorte, faire de la langue française et en particulier de la littérature des objets qui sont justement, n'est-ce pas, des objets sociopolitiques. Troisième élément qui me paraît être important à noter, c'est que dans le champ de la littérature francophone elle-même et dans la critique de la littérature francophone elle-même, le terme n'est pas moins biaisé. Et on sait
très bien que des concepts ont été forgés, comme par exemple ceux d'écrivains de la négritude, qui ne disent rien de la migration et qui ne disent rien de l'immigration en tant que telle, mais qui forgent un concept de négritude sur le modèle du concept de la négritude. Et ce sont ces trois éléments à partir desquels je voulais me situer afin d'une part définir ce que j'entends par littérature d'émigration et d'autre part montrer comment cette littérature d'émigration forge une certaine approche que l'on peut faire de la théorie de la littérature, en particulier à partir de l'œuvre de Patrick Chamoiseau, qui est paru récemment, c'est-à-dire qu'il y a 6 mois, et qui est simplement intitulé Frères migrants, et qui est publié au Seuil, et c'est justement cet ouvrage-là qui a servi de déclencheur à ma volonté de revenir sur la question des migrations. Premier point donc, ce que j'appelle les faux fuyants et les faux semblants. Les faux fuyants et les faux semblants, c'est, alors je l'avais intitulé mon premier point, c'est « Vous avez dit migration ?» Retour sur un lieu de controverse littéraire francophone, et j'avais mis, alors je suis obligé maintenant de décrire mon image, et j'avais mis effectivement comme une sorte de petite image, quelque chose qui est une sorte de contresens, hein, il y en a un qui va louper la migration. Alors en fait, il y en a un qui va louper la migration, c'est un récit qui raconte l'histoire de ces oiseaux qui migrent de l'Europe vers l'Afrique. Il y en a un qui n'arrive pas à franchir, on le sait très bien, n'est-ce pas, la Méditerranée. Il fait demi-tour, n'est-ce pas, il rentre à la maison et tous les autres vont en Afrique. Effectivement, cette image-là me permettait de poser, comme je viens de le dire, deux façons de penser la question des migrations. La première, c'est la façon québécoise. Et on peut le voir en particulier à travers un article qui a été signé d'un Haïtien, Robert Bérouet-Oriol, qui était un agent de l'Office de la langue française à Montréal et un professeur de l'Université d'Ottawa, Carleton, qui vont signer un article qui est intitulé, et cet article est important pour moi, c'est l'émergence des écritures migrantes et métisses au Québec. Je pense qu'il y a quelqu'un sur ce campus qui en parle nettement mieux que moi, c'est Élise. C'est dommage qu'elle ne soit pas là, mais je suis à peu près certain qu'elle ne contredirait pas cette approche positive qui est celle des migrations au Québec. Alors, Bérouet-Oriol et Fournet estiment d'abord, d'un strict point de vue sociologique, que la société québécoise, aux alentours des années 1950-1960, ont connu un afflux, qui est un afflux de migrants, non pas de migrants venus d'Europe, mais plutôt des migrants venus du Sud. Et ces migrants venus du Sud vont entraîner une sorte de modification totale de la société québécoise. Et cette modification totale de la société québécoise se perçoit selon eux, aussi bien en Ontario que dans le Nouveau-Brunswick, au Manitoba que au Québec bien sûr, et va faire de la figure qui est celle du Québec une figure qui va changer totalement par rapport à la période qui est la période précédente, c'est-à-dire la période des années 20, 30 ou 40. Et c'est intéressant effectivement à ce que je pourrais appeler ici le corps des migrants, ils constatent tous les deux qu'en fait le personnel migrant est un personnel qui est de haute formation intellectuelle. Ils viennent tous, disent-ils, n'est-ce pas, travailler dans le domaine à l'université, et en ce sens-là on voit très bien qu'il s'agit de Haïtiens, qui ont migré énormément au Canada entre 1950 et 1960 et qui pour la plupart vont être professeurs dans les universités canadiennes et même être écrivains, hein, je pense ici, n'est-ce pas, quelqu'un comme Émile Olivier dont je ne parlerai pas, dans la restauration, il le signale, dans la pétrochimie, dans le marché de la traduction, et effectivement cette présence-là est une présence qui font que ceux qui migrent au Québec vont faire de ce qui était pour eux avant d'arriver un ailleurs, un nouvel ici, et donc la distinction, n'est-ce pas, entre ailleurs ici est une distinction qui est assez intéressante, puisqu'ils prennent part à cette sorte de lieu qui se constitue pour eux, non plus comme étant un nouvel Eldorado, mais plutôt comme une nouvelle nation, et c'est une nouvelle ici de l'ailleurs qui va se forger à partir du déplacement et à partir du voyage. Et dans cette optique-là, le tiers-monde, pour reprendre l'expression francophone, n'est plus une donnée lointaine, il est dans nos murs, et c'est bien une citation, n'est-ce pas, qui est assez intéressante, hein, la francophonie est dans nos murs. Alors vous comprenez très bien, n'est-ce pas, que cette conception de la francophonie est dans nos murs, si on la transpose à Paris, ça pose de gros problèmes. Alors, quelques titres hein, que vous connaissez très bien, et le débat ici, je ne vais pas le recommencer. Que l'extérieur devienne objet de l'intérieur, on le sait très bien, en France, c'est problématique. Or, dans ce grand débat, en allant très très vite, on pourrait considérer que va se forger une notion qui est celle du fameux grand remplacement,
et qui va donner lieu soit à des discours qui sont des discours fantasmés ou des discours de réalité, soit surtout des discours qui sont des discours d'idéologues sceptiques et ce que j'appelle, n'est-ce pas, des discours de démographes optimistes. C'est les deux catégories, en allant très vite, que je voudrais aborder ici. Mais là encore, je vais évoquer des choses que vous connaissez très bien. Du côté des idéologues sceptiques, on le connaît, hein, c'est Renaud Camus et Éric Zemmour. Je ne prends que ces deux exemples-là. Pourquoi? Parce que se construit autour de la notion du grand remplacement inventée par Renaud Camus, l'idée selon laquelle ce ne sont plus simplement des migrations qui sont en train de s'opérer entre le sud et le nord, mais c'est à terme le remplacement total des populations qui sont des populations du nord par des populations qui sont des populations venues du sud. Je signale simplement 3 titres que vous connaissez sans doute parce que vous les avez lus en allant très vite. C'est un, La Grande Déculturation, qui est le texte de Renaud Camus, le texte date de 2008, et qui sera suivi, bien sûr, n'est-ce pas, par l'un de ses ouvrages phares, ce fameux Grand Remplacement, 3 ans plus tard, dans lequel il estime que la déculturation de la France n'est possible à comprendre que si on se souvient effectivement que cette déculturation va de pair avec le grand remplacement. On va effectivement remplacer les populations qui sont des populations européennes. Et va suivre, bien sûr, n'est-ce pas, un texte qui va reprendre à Renaud Camus l'ensemble de ces catégories de pensée. C'est un texte bien connu, c'est le suicide français d'Éric Zemmour. Je ne vais pas reprendre ici, n'est-ce pas, les différents éléments qui ont permis en quelque sorte, n'est-ce pas, de faire de cet ouvrage une sorte de best-seller. On peut ne pas être d'accord avec, mais c'est quand même une réalité de l'édition, dans lequel il essaie, n'est-ce pas, de montrer que durant les 40 années qui ont permis en quelque sorte aux politiques, toutes tendances confondues, de mal gérer l'immigration, de mal gérer l'immigration, de mal gérer les flux migratoires, on est arrivé bien sûr à ce qu'il considère comme une sorte de suicide français. À l'opposé de ce que j'appelle, n'est-ce pas, les idéologues sceptiques, il y a les démographes optimistes. Et parmi les démographes optimistes, je n'en citerai qu'un seul, c'est Hervé Lebras, hein, que tout le monde connaît, puisqu'il a publié 2 textes concomitamment. L'un, c'est le malaise dans l'identité, et l'autre, c'est l'âge des migrations. Alors, le malaise dans l'identité, je n'en parlerai pas, mais c'est surtout l'âge des migrations qui m'intéresse. Donc, je le disais, bien sûr, n'est-ce pas, c'est plutôt l'âge des migrations qui m'intéresse, puisque, au fond, la thèse d'Hervé Lebras, qui est démographe, est assez simple, c'est qu'au fond de tout temps, il y a toujours eu des déplacements. Les déplacements doivent être saisis en termes d'entrée et de sortie, c'est ça les flux. Et si on mesure les sorties et les entrées, on s'aperçoit qu'au fond, ça n'a pas changé grand-chose. Entre-temps, c'est vrai que les chiffres lui donnent raison, mais dans un compte rendu de cet ouvrage, Éric Zemmour avait dit les chiffres lui donnent raison, mais la réalité lui donne tort. Parce qu'au fond, la question de l'immigration n'est pas qu'une question de chiffres, c'est aussi une question de représentation. Et lorsqu'on lit, n'est-ce pas, l'ensemble de tous les comptes rendus d'Éric Zemmour sur ce livre-là, même s'il s'agit d'une prise de position qui peut être considérée comme étant une prise de position de mauvaise foi, au fond, il fait prendre en compte une réalité qui n'est pas totalement négligeable, à savoir que la question de l'immigration, ce n'est pas simplement que les individus qui se déplacent, ce ne sont pas que les chiffres, c'est les représentations que les individus se font les uns des autres, c'est le regard que les uns portent les uns sur les autres, et sur ce point-là, j'aurai l'occasion, n'est-ce pas, d'y revenir. Alors bien sûr, ces débats donnent lieu à des répliques, qui sont des répliques françaises, à l'intérieur de l'espace français lui-même. Hein. Deux types de répliques. Il y a des types de répliques qui sont des types de répliques littéraires, il y a des types de répliques qui sont des types de répliques idéologiques. Alors, le premier type de réplique littéraire, c'est un ouvrage dont on n'a pas beaucoup parlé, je crois, qui est celui d'Éric Boulin, et qui est intitulé « Supplément au roman national ». Et ce fameux supplément au roman national, c'est un texte dans lequel il dit, dès le début, c'est nous, la France, c'est-à-dire nous, les marginaux, nous qui venons d'ailleurs, nous qui ne sommes pas de souche, et c'est nous qui, bien sûr, n'est-ce pas, ferons la littérature de demain, la littérature contemporaine française. Alors, c'est un texte dont je vous recommande la lecture, pas dans la dimension fictive, parce que c'est pas très bien, mais au moins les intentions, c'est-à-dire l'avertissement, qui est un avertissement de 18 pages, vaut, de ce point de vue, n'est-ce pas, son pesant d'or. L'autre texte, c'est plutôt une revue, c'est Télé Ramadan. Et Télé Ramadan, qui est une revue qui a été créée par un journaliste, Mouloud Achour, mais
avec un certain nombre d'auteurs du Blondie Blog, hein, c'est Mehdi Bekat et puis Badouddin Saïd Abdallah, qui disent, je cite, hein, nous sommes le grand remplacement. Alors évidemment, puisque vous avez peur du grand remplacement, c'est nous le grand remplacement. Et dans cette revue, l'idéal, c'est de créer ce que l'on pourrait appeler, n'est-ce pas, une sorte d'islam des Lumières. Alors je reprends ici, n'est-ce pas, un terme qui est le leur, mais qui est aussi celui du fondateur de la revue Nous, malheureusement, décédé aujourd'hui. Donc dans ce discours-là, on voit bien ce qui se joue. Ce qui se joue, c'est que sur le terrain qui est celui des migrations, on essaie de réduire la question à un espace qui est celui de la migration, qui est l'espace nord-africain. La réponse que fait par exemple Télé Ramadan au discours tenu par Renaud Camus ou bien au discours tenu par Zemmour ne prend pas en compte l'histoire de toutes les migrations qui sont des migrations subsahariennes, ne prend même pas du tout en compte les migrations qui pourraient être des migrations océaniques. Pas du tout. C'est un espace qui est un espace fermé à l'Afrique du Nord, pour des raisons qui sont liées à l'histoire des rapports entre la France et l'Afrique du Nord, histoire complexe sur laquelle je ne vais pas revenir ici, mais en même temps, peut-être d'une certaine façon, pour des raisons qui sont déjà liées à la présence qui est la présence en France, depuis au moins une trentaine ou bien une quarantaine d'années, de ce que je pourrais appeler des confrontations idéologiques ou alors des confusions idéologiques. Je prends deux exemples pour l'illustrer. Dès lors qu'on parle, par exemple, de cinéma des migrations, catégorie, le cinéma des migrations, c'est le cinéma d'Afrique du Nord. Ce n'est jamais le cinéma, par exemple, antillais, ou alors le cinéma africain. Dès qu'on parle de littérature qui est une littérature de la migration, on revient toujours exactement au même endroit, c'est-à-dire, bien sûr, n'est-ce pas, de l'Afrique du Nord. Un peu comme si, sur ces questions-là, on avait le prisme qui était le prisme nord-africain, on avait le prisme qui était le prisme islamique, le prisme qui est le prisme arabe, et alors du coup, on en vient, bien sûr, n'est-ce pas, à ce jeu qui est un jeu de confrontation. Alors, ce que je veux vous proposer, effectivement, c'est de sortir de ce jeu de confrontation, d'aller vers une sorte d'approche qui est une approche littéraire un peu plus vaste, j'allais dire en partant de l'Afrique du Nord et en descendant vers l'Afrique subsaharienne et au-delà, et à partir de là d'essayer de montrer comment peut être abordée une autre manière de penser les rapports entre littérature et migration. Le premier point que je voudrais donc aborder ici, on le voit très bien, c'est celui du dépassement du monoculturel vers le transculturel. Je reviens au texte de Béraud-Auriol et de Fournier sur les littératures métisses québécoises. Dans cet article, les deux auteurs imaginent l'idée que la société québécoise, en particulier le Québec urbain, va être une société qui est une société dite transculturelle. Le terme est deux, parce que les traits distinctifs de sa monoculture francophone, à savoir la langue, la partie de la mémoire historique, sont, je cite, contaminés, irrigués par des mémoires migrantes venues d'ailleurs, parce que ces mémoires migrantes sont également en transmutation constante dans leurs interactions et dans leur rapport avec la monoculture francophone. Alors évidemment, si l'on ne s'en tient qu'à cette conception, qui est la conception de la culture telle qu'elle est imaginée au Québec, on voit bien, n'est-ce pas, que s'établissent ici des interpénétrations de mémoire, des interpénétrations de culture, des interpénétrations de langue, des interpénétrations d'histoire. C'est ce qui va faire justement, n'est-ce pas, de ce concept, qui est le concept d'écrivain migrant, ou bien le concept de la migration au Québec, un concept qui est un concept vivifiant. Au contraire de la société française contemporaine, et de la manière par laquelle un certain nombre d'idéologues et sceptiques tentent de lier la migration, ce que disent là les deux auteurs au Québec, c'était déjà ce qui se disait dans la société française de la 4e République. C'était déjà ce qui se pensait dans la société française de la 3e République. C'était même ce qui se pensait à propos de la littérature dans les années 20. Quelques exemples. En 1920 et 1925, lorsque, pour la première fois, bien sûr, n'est-ce pas, la littérature de langue française, écrite par des Sénégalais, fait son apparition dans l'espace français, alors on considère tout simplement, n'est-ce pas, que ces auteurs, qui sont des auteurs sénégalais, vont apporter quelque chose, bien sûr, n'est-ce pas, à la langue française et à la littérature française. C'est le cas, en particulier, de Bakary Diallo. Bakary Diallo, on le sait très bien, auteur sénégalais, qui a fait la Première Guerre mondiale dans la Marne. Il va être démobilisé parce qu'il a reçu quelques balles et on va le retrouver du côté de Nice d'abord, puis ensuite du côté de Montpellier, puis on va le retrouver d'ailleurs, on le sait bien, à Monaco, où il sera gardien dans un hôtel. Une fois revenu au Sénégal, il va écrire son histoire, l'histoire de sa guerre, aidé, on le sait très bien, bien sûr, par un certain nombre d'intellectuels français de l'époque. La réception de cet ouvrage en France entre 1925 et 1926 est assez intéressante. On considère que Bakary Diallo, qui est un tirailleur sénégalais, et donc qui n'a pas vraiment appris la langue française, ce qui va poser le problème sur notre
notorialité, est-ce qu'il est auteur du texte ou pas, Bakary Diallo est malgré tout celui qui va conduire une chaîne qui est une chaîne d'auteurs très très nombreux venus d'Afrique et qui vont alors venir vivifier cette littérature française qui est un peu en perte de vitesse depuis la fin de la Première Guerre mondiale. Et évidemment, ce grand discours sera repris un peu plus tard, on le sait bien, n'est-ce pas, au lendemain de la Seconde Guerre mondiale, lorsque les écrivains francophones d'Afrique noire et les écrivains francophones des Antilles vont interpeller leurs homologues français en leur demandant de leur faire une place dans l'espace de la littérature française, parce qu'ils viendront, justement, n'est-ce pas, apporter quelque chose à cette société, à cette civilisation française. Et j'en dirais pour preuve ici que l'article bien connu, qui date de 1939, de Léopold Sédar Senghor, qui est intitulé « Ce que le noir apporte ». Ce que le noir apporte à la culture et à la civilisation. Évidemment, ce que le noir apporte, c'est ce qu'il apporte de positif. Ce qu'il apporte, un peu comme le disaient tout à l'heure Berouet et Fournier, ce qu'il apporte dans l'interaction qui va s'établir précisément entre les cultures africaines et les cultures européennes. Signalons au passage que la même logique en fait, guide les deux conceptions, à savoir que l'Europe est l'Europe morte à cause des deux guerres, parce que les Européens ne savent rien faire entre eux que faire la guerre, et qu'au fond, n'est-ce pas, les Africains qui, eux, ne savent pas faire la guerre, vont régénérer et vivifier, bien sûr, n'est-ce pas, la société française. C'est exactement le même discours que l'on peut voir avec le Québec. Le Québec est en perte de vitesse, alors c'est bien, n'est-ce pas, le Sud qui va le régénérer. Ce discours-là repose exactement sur la même réalité. Toutes les sociétés qui sont des sociétés historiques, les sociétés européennes, sont des sociétés en perte de vitesse. Toutes les sociétés anhistoriques sont des sociétés qui ont gardé en quelque sorte, n'est-ce pas, leur vigueur. On voit très bien, n'est-ce pas, comment se construit effectivement ce type de discours. Alors, évidemment, ce discours-là va se perdre à travers ce que je vais appeler des affirmations qui sont des affirmations identitaires. Et les affirmations identitaires se mesurent assez clairement à travers l'avènement des écrivains dits de la négritude. Je ne veux pas reprendre ici effectivement tout ce que Sartre dit de la négritude dans l'anthologie de la nouvelle poésie nègre et malgache de langue française de Senghor, et en particulier dans son Orphée noir, qui est le titre qui va servir de préface à la dite anthologie, lorsqu'il essaie, n'est-ce pas, d'expliquer que la négritude, c'est le mouvement faible d'une sorte de révolution qui est une révolution identitaire et qu'il faudrait peut-être que les écrivains de la négritude fassent un tout petit peu attention pour ne pas s'enfermer justement dans une sorte d'affirmation identitaire. Mais quoi qu'il en soit, les écrivains de la négritude vont faire de la défense de l'identité noire le fondement de leur production littéraire. C'est même ce qui va faire leur marque de fabrique. Trois exemples, il est dommage que je n'ai pas d'image. Les trois exemples sont bien connus, c'est Césaire, c'est Senghor et c'est Damas, les pères de la négritude. Senghor, le cahier d'un retour au pays natal, et on le sait très bien, ce texte qui est considéré comme étant l'un des chefs-d'œuvre du XXe siècle, est sans doute celui à travers lequel, à travers une poésie, qui est une poésie enlevée, une sorte d'anabase, il essaie, n'est-ce pas, de reconstituer l'itinéraire qui a pu être celui des esclaves, lui redonner une identité, lui redonner une histoire, et en quelque sorte lui redonner voix au chapitre, au moment où l'esclavage n'était pas reconnu, où il y avait un déni d'histoire, et où le nègre antillais, bien sûr, n'est-ce pas, était considéré, non pas simplement comme un esclave en soi, mais comme moins qu'un chiot, pour reprendre, bien sûr, n'est-ce pas, son expression. Ou alors, second auteur, c'est Damas, avec un titre qui est un titre absolument intéressant, c'est Pigment, titre qui date de 1937, et dans lequel toute la poésie qu'il va inventer est une poésie qui vise, n'est-ce pas, à revigorer l'identité noire, à revendiquer cette identité et à la placer au centre de l'histoire. Je ne dis rien, bien sûr, n'est-ce pas, de Senghor, dont l'anthologie de la nouvelle poésie nègre et malgache de langue française regroupe l'ensemble de tous les discours qui ont été produits par les écrivains et poètes nègres, qu'ils soient sénégalais, maliens, nigériens, antillais, guadeloupéens, martiniquais ou guyanais, dans une sorte de vaste entreprise de reconstitution identitaire par la poésie. Alors, les écrivains de la négritude vont, en quelque sorte, n'est-ce pas, fonder ce qui, jusque-là, n'avait pas cours dans l'espace de la littérature, à savoir d'une part la voix au chapitre poétique, et d'autre part la reconnaissance d'une identité qui peut être une identité raciale. On peut dire une identité ethnique, mais ça peut se discuter. Dans le même temps, cette conception, qui est une conception et de la littérature et de l'identité, va servir à la critique que l'on peut faire de toute la littérature qui sera produite par les Africains venus de l'Afrique subsaharienne ou par les Antillais venus des Caraïbes et qui viennent justement, n'est-ce pas, en France, aussi bien réellement à travers les voyages que surtout à travers la littérature. Il ne viendra jamais à l'idée de personne
de dire, par exemple, que le Docker noir de Samuel Haussmann est un texte de la migration. Pas du tout. Alors que le personnage vit à Marseille, qui est un Docker et qui va se battre, bien sûr, n'est-ce pas, sur les ports avec l'ensemble de ses congénères, qui sont des congénères de la CGT. Personne. C'est pas la migration, ça. Il ne viendra jamais à l'esprit de personne que dans son ouvrage Un aigle à Paris, de Bernard Dadier, qui est un Ivoirien, et qui vient justement à Paris comme un voyageur, et il vient comme un migrant. La question ne se pose pas. Il vient d'ailleurs faire une sorte d'anthropologie à l'envers, puisqu'il vient regarder comment les Parisiens vivent. Et d'ailleurs, n'est-ce pas, il constate que les Parisiens mangent beaucoup de sel, autant que les Amis, par exemple, n'est-ce pas, en Côte d'Ivoire, ce qui est assez amusant. Comme il ne viendra jamais à l'idée de personne, que Mirage de Paris, par exemple, d'Ousmane Socé, qui date de 1934, est un texte qui, là aussi, est écrit par un migrant. Non, c'est quelqu'un qui vient visiter Paris, l'Arc de Triomphe, le musée du Trocadéro, voilà, en 1934, c'est-à-dire après l'expulsion de 1931, il connaît Paris comme n'importe quel intellectuel aujourd'hui venu d'Afrique connaîtrait Paris. Ça ne viendrait à l'idée de personne de penser, une fois de plus, par exemple, que chez Camille Lucas et son aventure ambiguë, c'est un récit de migrants. Pas du tout. Pourquoi? Parce qu'effectivement, dans cette conception qui est la conception du voyage et le déplacement, dans cette conception qui est une conception d'intellectuel, dans ce regard qu'il porte sur la société française, il y a une bienveillance. Dans cette attitude qui est celle justement de l'écriture, il n'y a pas de problème. Le voyage ici est une des conditions de possibilité de l'écriture. Il n'y a pas de misère, ni chez les intellectuels africains, ni chez les étudiants africains, ni chez les dockers justement de Marseille, pas du tout. Et c'est aussi une affirmation de l'identité de la littérature qui, ici, n'est-ce pas, ne pose pas du tout de problème. En revanche, dès que l'on rentre dans l'histoire de la littérature, aux alentours des années 1990, le discours qui était jusque-là celui d'une identité de la négritude devient celui de ce qu'un des critiques de la littérature francophone, qui était mon prédécesseur à la Sorbonne, Jacques Chevrier, a appelé justement les écrivains de la négritude. C'est lui qui forge le terme de négritude, en faisant comme si tous les écrivains qui étaient de Paris, puisque c'est bien le sujet, tous les écrivains qui étaient de la vie quotidienne des Africains à Paris, tous ceux qui portaient des discours sur l'Europe et tous ceux qui, dans ce discours sur l'Europe, rendaient compte d'une confrontation, étaient tous dans un schéma qui était un schéma migrant, un schéma donc de la négritude. Je voulais citer juste quatre exemples, entre autres, sinon il y en a une quinzaine ou bien une vingtaine. Alors, un auteur que vous connaissez très bien, c'est Alain Mabankou, qui récemment, vous le savez, a eu justement la chaire de création artistique au Collège de France et qui, dès 1998, publie son premier grand roman qui va connaître un grand succès, qui est intitulé Bleu, Blanc, Rouge. Bleu, Blanc, Rouge, c'est quoi? C'est le récit d'un certain nombre d'Africains qui vivent à Paris et qui sont confrontés justement à la vie parisienne. Paris est toujours le centre de ces récits. Même chose pour Samy Tchak, un texte qui là encore date de 2001 et qui est intitulé Place des Fêtes, et où il rend compte de la difficulté que peuvent avoir un certain nombre d'Africains à pouvoir mesurer les différences qui existent entre les sociétés africaines qui ne connaissent plus et les sociétés françaises qui ne connaissent pas. Donc, il y a bien une sorte d'entre-deux dans Place des Fêtes. Même chose pour un écrivain congolais qui s'appelle Daniel Biaoula, dans un roman qui est intitulé L'Impasse, et qui date de 1996, où, là aussi, il essaie, n'est-ce pas, de mettre en jeu ou de raconter les impasses dans lesquelles se retrouvent à Paris la plupart des jeunes qui viennent, intellectuels ou non, lettrés ou pas, et qui sont confondus eux-mêmes à ce que l'on considère, bien sûr, n'est-ce pas, comme étant des migrants. Ou encore, dernier exemple, c'est celui de Calixte Béala et son Petit Prince de Belleville, qui fait porter l'histoire de son héros, n'est-ce pas, dans le quartier de Belleville, vieux quartier parisien, on le sait très bien, où il s'agit d'un quartier de migration, toutes les migrations possibles et imaginables que Paris a pu connaître, et où, justement, n'est-ce pas, ce Petit Prince de Belleville raconte la manière par laquelle il vit dans ce milieu, mais en montrant très bien qu'il existe une sorte d'absence totale d'historicité, ou de longue historicité, entre ce qui s'est produit avant et ce qui se produit là. Un peu comme s'il y avait une rupture entre les migrations antérieures et sa présence sur le sol français. Le concept justement d'écrivain de la négritude consiste ici à rappeler que ce n'est pas l'écrivain qui est migrant. J'insiste bien sur ce point, à la différence de ce qu'on fait au Québec par exemple. L'écrivain migrant, c'est celui qui a vécu la migration et qui va raconter justement
son histoire. Dans le cas des écrivains de la négritude ici, ce sont des situations qui sont des situations issues de l'immigration qui font l'objet de la littérature, et jamais une expérience qui est une expérience personnelle. À la différence, bien sûr, n'est-ce pas, d'un certain Émile Olivier, par exemple, hein, dont je parlais tout à l'heure, ni Alain Mabankou, ni Daniel Biaoula, ni même Calix Béala, alors qu'elle aurait pu le faire, ni Sami Tchak, ne nous propose, dans ce cas-là, une sorte de roman autobiographique de leur présence, justement, sur le sol français, ou bien de la migration. Peut-être parce qu'ils n'ont pas besoin de considérer, effectivement, leurs œuvres comme étant des œuvres de la migration, ou alors, ils ne veulent pas que l'on enferme leurs œuvres dans un espace qui est un espace de la migration. Alors si j'ai voulu effectivement, n'est-ce pas, montrer ces quelques exemples, c'est parce que je considère pour ma part que toutes les œuvres de la littérature francophone contemporaine ne sont pas des œuvres de la migration. Ou alors, si on doit les considérer comme œuvres de la migration, il conviendrait bien sûr, n'est-ce pas, de déterminer des critères qui sont totalement distincts de ceux qui ont été établis jusqu'ici et qui confondent tout, immigration, immigration, déplacement et voyage. Et il me semble que la question migratoire est une question qu'il faudrait prendre en compte d'abord, avant de l'appliquer à la littérature. Et je voudrais partir, ce sera mon troisième et dernier point, je voudrais partir d'un essai de quelqu'un que vous connaissez très bien, hein, qui est Catherine Witold de Venden, et qui a publié justement cette sorte de best-seller pour moi, hein, qui est la question migratoire au XXIe siècle, parce qu'elle essaie de faire une différence assez nette entre les migrants, les réfugiés et les relations internationales. Elle ne fait pas de confusion du tout entre les différentes catégories de personnel que l'on pourrait mettre sur le terme de migrants. Et ces catégories, migrants et réfugiés, vont me permettre en quelque sorte, n'est-ce pas, de pouvoir redistribuer les œuvres littéraires en fonction des sujets dont ils traitent. Si on part de l'idée que le migrant est un personnage de la littérature, et c'est la seule manière de pouvoir traiter de la question des migrations en littérature, on s'apercevra que le corpus, au fond, des textes littéraires est un corpus qui est assez réduit. Les auteurs, puisqu'ils n'ont pas vécu la migration, puisqu'ils ne peuvent pas rendre compte d'une situation qui est une situation autobiographique, sont obligés de rendre compte dans la littérature de situations qui sont des situations connues du point de vue de l'histoire. Et c'est peut-être la raison pour laquelle la plupart des auteurs dont je vais parler maintenant sont des auteurs qui sont assez attachés à une écriture qui est une écriture journalistique. D'autre part, ces auteurs vont poser les problèmes qui sont ceux de la migration, à savoir la traversée des frontières, et le rapport que cette traversée des frontières peut avoir avec l'érection d'une nation. Quel est le rapport que les migrants vont entretenir avec les nations dans lesquelles ils se situent? Est-ce que les questions de citoyenneté sont des questions affirmées ou non? Et en quoi est-ce que, bien sûr, n'est-ce pas, pour reprendre la musique qui est celle de Catherine de Witold, la diplomatie peut être fondée à traiter des questions d'immigration. Je parlerai ici non pas de diplomatie en termes de relations internationales, mais je parlerai de diplomatie en termes d'esthétique, qui est une esthétique littéraire. Je vais y revenir dans un moment. Donc, d'abord, le corpus. N'est-ce pas, c'est un corpus qui est assez restreint, mais c'est un corpus que l'on peut retrouver aussi bien en Afrique du Nord qu'en Afrique subsaharienne. Je pense ici, n'est-ce pas, à un texte comme celui de Rachid Bouteta, Topographie idéale pour une agression caractérisée, qui se passe bien sûr, n'est-ce pas, dans le métro parisien et où les couleurs du métro parisien peuvent être considérées comme étant des symboles ou bien des synonymes de la vie que mènent en quelque sorte les migrants enfermés, on le sait, n'est-ce pas, dans une sorte de couloir. Je pense ici à un roman qui est celui de Tahar Benjeloun, Partir, dans lequel, bien sûr, n'est-ce pas, il essaie d'interroger, on le sait très bien, n'est-ce pas, ce phénomène, qui est un phénomène nécessaire à la migration, qui est le départ de son pays, ce qu'on perd, ce qu'on gagne, et le rêve que l'on a est peut-être celui que l'on va perdre. Je pense ici à un roman qui est celui du Congolais Wilfried Sondé. Alors je ne sais pas si je dois dire Congolais ou Parisien, puisqu'il a grandi, on le sait très bien, en France et en région parisienne, et que finalement du Congo il ne sait pas grand-chose, et c'est un texte qui est intitulé Le silence des esprits, dans lequel il met en scène des amours entre un jeune migrant qui a failli se faire prendre par la police et qui y échappe, et qui tombe justement dans le RER entre les mains, si j'ose dire, n'est-ce pas, d'une belle femme, et qui va, n'est-ce pas, lui permettre en quelque sorte, n'est-ce pas, de passer le plus clair de son temps de la migration, entre amour et peur, entre absence justement d'insouciance et tentative, n'est-ce pas, de retour forcé. Mais
si l'on regarde de façon assez attentive cette production, il faudrait que l'on soit justement sensible au fait que toute une partie de la littérature dite des banlieues est une littérature qui est liée justement à la migration. Alors, je n'ai pas le temps ici, n'est-ce pas, de parler de ce point. J'avais fait un article là-dessus en me basant sur 160 romans de la banlieue, et c'est vrai que de ce point de vue-là, on voit très bien qu'il y a des ressorts, qui sont des ressorts qui renvoient précisément à la question de la migration. En revanche, ce qui peut être intéressant, c'est de se pencher sur ce que j'appelle une écriture féminine, qui est sans doute le lieu du récit de la migration. Je prendrai 3 exemples. Fatou Diom, Le ventre de l'Atlantique. Le récit est bien connu, c'est celui qui l'a fait connaître en France, dans lequel elle établit une sorte de dialogue entre un jeune Sénégalais qui est en France et son frère qui est resté là-bas. Et dans le dialogue, qui passe bien sûr, n'est-ce pas, par des coups de téléphone réguliers le soir, parfois par des matchs de football, elle essaie, n'est-ce pas, de le dissuader, il essaie de le dissuader, n'est-ce pas, de venir s'établir en France, parce que la migration, parce que le voyage, parce que le déplacement n'est pas toujours un succès, ce n'est peut-être pas toujours l'Eldorado. Donc on a là, bien sûr, n'est-ce pas, un récit qui est un récit proche de la réalité, si je peux utiliser, n'est-ce pas, cette expression-là. Autre récit proche de la réalité, alors là, pour le coup, qui est le résultat d'une vraie enquête, d'un vrai témoignage, c'est le récit de Natacha Apana, Tropique de la violence, où, à la fin d'ailleurs du roman, elle remercie l'ensemble de tous les personnages qu'elle a rencontrés lors de son voyage à Mayotte, et quand on lit le roman et qu'on connaît l'île, il y a comme une sorte d'établissement assez clair, très précis, de tous les lieux que nous avons fréquentés. Bon, je crois qu'on est quelques-uns dans cette salle à avoir été à Mayotte faire quelques cours, en faisant effectivement, n'est-ce pas, des barges et des débarges, en passant, n'est-ce pas, de la petite et de la grande île. On retrouve tout dans le roman, tout, y compris même des boîtes de nuit, qu'on a eu l'occasion de fréquenter. Donc tout y est, la géographie, les personnages, l'île, son ambiance, ses odeurs, les problèmes que connaît justement cette île en termes précisément de migration. Pourquoi? Parce que vous le savez très bien, l'île qui est l'île de Mayotte est une île qui est soumise à des migrations, qui est justement la migration qui vient d'Anjouan, et où ceux qui migrent prennent justement les kwassa-kwassa, c'est-à-dire les petites barges, et qui franchissent, bien sûr, n'est-ce pas, au péril de leur vie, cet estuaire qui permet, bien sûr, n'est-ce pas, d'arriver sur l'île. Je ne voulais pas dire au président Macron, qui s'est un peu trompé en disant qu'on empêche bien, empêche peut-être le migrant. Il est dit, c'est lui. Et il a, bien sûr, n'est-ce pas, reçu une volée de bois vert, n'est-ce pas, dans un article qu'a fait Natacha Apana-Mourika, n'est-ce pas, dans le Nouvel Observateur, en lui disant, si vous aviez mieux vu la dernière fois que vous étiez là, peut-être que vous n'auriez pas tenu ce type de discours. On est bien là, n'est-ce pas, dans une sorte de réalité de la représentation du migrant. Troisième exemple, c'est celui de Léonore Amianou, qui, dans La Saison de l'Ombre, et on peut penser, n'est-ce pas, qu'il ne s'agit pas d'un récit de la migration, et pourtant, c'est un récit de la migration puisqu'il s'agit, n'est-ce pas, du récit d'un enfant abandonné par sa mère, et abandonné par sa mère parce qu'elle considère, n'est-ce pas, que c'est un enfant sorcier, il est un peu dangereux pour la famille, abandonné par la mère, on ne sait pas ce que la mère a fait. Et l'enfant va être pris en charge, bien sûr, n'est-ce pas, par le clan, par la famille, et on suppose que la mère l'a abandonné parce qu'elle est partie pour vivre des amours, sans doute en dehors de son pays natal, mais parce que c'est bien sûr, n'est-ce pas, cet appel, qui est un appel de l'Eldorado, qui conduit alors à des mœurs qui sont des mœurs assez curieuses, comme l'abandon d'un enfant, ce qui permet, n'est-ce pas, de pouvoir établir ici une relation, par exemple, avec Tropique de la violence, puisque je rappelle que l'héroïne de Tropique de la violence, qui s'appelle Marie, qui est une infirmière, va recueillir un enfant en bas âge d'une mère, n'est-ce pas, qui l'abandonne, en quelque sorte, en lui disant, n'est-ce pas, qu'elle peut s'en occuper un peu mieux qu'elle-même. Ou, autre exemple, celui de Fabienne Canor, dans un texte qui rappelle assez curieusement celui de Fatou Diom, Le ventre de l'Atlantique, et le titre est assez évocateur, c'est Faire l'aventure. Et effectivement, faire l'aventure, c'est exactement l'expression qu'utilisent un certain nombre de candidats à la migration au Sénégal, et qui disent, non pas on va migrer, mais on va faire l'aventure. C'est-à-dire qu'on va, n'est-ce pas, tenter de pouvoir franchir l'Atlantique pour voir ce qui se passe justement ailleurs, avec tous les risques que cela peut entraîner. C'est bien entendu une vraie aventure. Et lorsque l'on sait, au fond, que ce ne sont pas des jeunes misérables qui font l'aventure, ou pour reprendre une expression, c'est ceux qui sont au-dessus de la misère qui font le voyage, on comprend très bien, n'est-ce pas, ce que le terme aventure veut dire ici, c'est prendre le risque de partir pour ne pas revenir, bien sûr. Ou encore, bien sûr, le roman de Bessora, 53 cm,
qui, n'est-ce pas, sous ce titre que vous pouvez prendre, n'est-ce pas, dans n'importe quel sens, essaye, n'est-ce pas, d'évoquer à travers une sorte de contre-discours anthropologique le regard que les migrants portent sur, le regard qu'on porte sur eux-mêmes dans la société française, que ce soit au musée, que ce soit dans les amphis, ou bien que ce soit dans la rue. Il existe bien sûr une sorte de lieu commun qui permet, bien sûr, n'est-ce pas, aux migrants de lire. Je ne dis rien dans ce dernier texte, hein, dans cette dernière série, pardon, je ne dis rien du dernier roman de Fatou Diom, mais Celles qui attendent, et qui raconte, n'est-ce pas, l'histoire de ses mères, et de ses mères, de ses filles, de ses épouses, de ses fiancées, qui justement attendent sur la plage d'Umbourg que ceux qui sont partis reviennent. Mais en fait, elles savent très bien qu'ils ne reviendront jamais, et elles sont bien obligées soit de faire leur vie, soit de ne pas faire leur vie, mais elles sont comme ça entre deux mondes justement créés précisément par la migration. Je ne dis rien de tout ces textes-là, et je n'ai pas besoin d'y revenir en détail, parce qu'au fond, il me semble que tous ces textes posent au moins 3 problèmes. Le premier problème, c'est celui de la représentation. Comment on représente le migrant? Et la réponse est assez simple, on ne peut le représenter, le migrant, quand on n'a pas fait la migration soi-même, qu'à partir du regard que les autres portent sur le migrant. Et c'est la raison pour laquelle la plupart de ces récits ont quelque chose à voir avec le journalisme que j'ai évoqué tout à l'heure. Peut-être même avec l'image qui est l'image télévisuelle. Peut-être même avec les discours qui sont des discours journalistiques. Peut-être même avec des discours qui sont des discours politiques. Deuxième élément, qui est sans doute beaucoup plus intéressant pour moi, c'est que ces romans de la migration posent le problème qui est celui de la relation. Comment peuvent s'établir les relations entre les individus, les communautés, les sociétés. Et un auteur comme Édouard Glissant, dans sa politique de la relation, avait déjà posé le problème qui était celui des relations qui peuvent s'établir dans un monde qui est un monde en train de changer et de changer constamment, dans cette sorte de mondialité. Comment est-ce qu'il peut y avoir, n'est-ce pas, des relations? C'est tout le problème que pose Fatou Diom, par exemple, dans son Ventre de l'Atlantique. C'est tout le problème que pose également Natacha Panam-Mourican dans Produit de la violence, même si on a l'impression, effectivement, qu'il ne s'agit que d'un récit de quelques vies. Mais la vraie question qu'elle pose, c'est bien entendu, n'est-ce pas, la question de la relation. Et cette question de la relation, Patrick Chamoiseau va la reprendre de façon intense dans son frère migrant, en essayant de rappeler que les problèmes que pose la migration aujourd'hui sont des problèmes qui sont d'abord économiques avant d'être des problèmes politiques. Ou plus exactement, ce sont des problèmes qui sont posés, sont des problèmes économiques qui sont abordés par un biais qui est un biais politique, permettant de pouvoir justement opposer les communautés et les civilisations, permettant de ne pas établir des relations entre les communautés différentes. Or, précisément, la migration, c'est la transgression des frontières. Précisément, la migration, c'est le refus des frontières. C'est une sorte de mouvement qui est un mouvement collectif dans le monde, qui vise justement à s'opposer à tous ces discours qui sont des discours politiques qui veulent absolument établir, n'est-ce pas, des frontières entre les individus. Et pour pouvoir résoudre le problème de la migration, dit-il, c'est peut-être un vœu pieux, et qu'il faudrait faire confiance aux communautés pour que celles-ci arrivent en quelque sorte, bien sûr, n'est-ce pas, à pouvoir établir ce qu'il appelle lui-même l'imprévisible ou l'imprédictible, pour reprendre une expression qu'il emprunte à Édouard Glissant. On peut en discuter tout à l'heure si vous voulez, mais il me semble qu'il y a là comme une sorte de grand rêve, une sorte de grande illusion qui permet à la littérature de pouvoir, si j'ose dire, dépasser ce que le réel ne peut pas proposer, à savoir une relation, bien sûr, absolument évidente, de diplomatie, comme je le signalais tout à l'heure, bien sûr, à partir du texte de Catherine Van Dort. Troisième élément, c'est que les récits de la migration nous tentent de montrer comment on peut habiter justement les frontières, plutôt que de les transgresser, plutôt que de les dépasser. Est-ce qu'on ne peut pas habiter la frontière? Et c'est effectivement un essai qui est celui de Léonora Miano, intitulé précisément Habiter la frontière, et qui a été publié chez l'Arche, où elle essaie de montrer que pour résoudre le problème du migrant, ou pour résoudre le problème de la relation entre la migration et la littérature, il ne faut justement pas passer par le moyen de la transgression. Il ne faut pas passer justement par le moyen des Aragars. Les Aragars, n'est-ce pas, qui brûlaient, on le sait, n'est-ce pas, leur papier avant de franchir la frontière. Non, il ne faut pas effectivement transgresser la frontière, parce que tout se joue sur la frontière. Et je pense qu'elle a raison, il faudrait qu'il y ait des frontières. La frontière, c'est ce qui sépare, bien sûr, les communautés, mais c'est aussi ce qui les relie.
S'il n'y a pas de frontières, tout est dans tout et inversement, et ça ne peut pas marcher. Et effectivement, le discours qu'elle tient dans Habiter la frontière, c'est de maintenir la frontière en sachant très bien qu'il faudrait établir des modus vivendi entre les communautés qui reconnaissent ainsi les frontières. Voilà, je ne veux pas aller plus loin que cela aujourd'hui. J'aurais pu, bien sûr, essayer de montrer comment toute une partie, justement, de la question sur la frontière peut être ramenée à la question de la théorie de la littérature, en particulier dans la question, bien sûr, n'est-ce pas, qui est celle de l'identité de la littérature française. Elle commence où, elle s'arrête où. Par exemple, pour le XXe siècle, je sais que les siècles anciens, sur cette question-là, ont déjà résolu le problème, quoique. Mais ça commence où, ça s'arrête où? Est-ce que dans la littérature française contemporaine, il ne faudrait pas, justement, si je veux dire, repousser un peu les frontières, mettre la littérature de la banlieue dans la littérature du XXe siècle, c'est-à-dire cette littérature qui est issue de l'immigration? Ça suppose, bien sûr, n'est-ce pas, de prendre en compte l'immigration comme étant une des conditions de possibilité de la compréhension de l'histoire française. Est-ce qu'il ne faudrait pas, d'une certaine façon, intégrer aussi un certain nombre d'intégrer à la québécoise. Intégrer, bien sûr, n'est-ce pas, ces écrivains qui sont des écrivains en marge, écrivains de la banlieue, dans l'histoire qui est une histoire nationale. Il me semble que c'est peut-être une démarche qui est québécoise, mais c'est aussi une démarche qui peut être française. En ayant le choix, il me semble qu'il y a une tentative, malgré tout, de prendre en compte ces éléments-là, mais j'allais dire à la française, lorsque l'on regarde le fameux manifeste de la littérature monde, publié par Michel Lebris il y a bientôt 17 ans. C'est un manifeste qui a été fait par tous les écrivains français et tous les écrivains francophones, dans un esprit qui est un esprit assez particulier, à savoir qu'il fallait dépasser la francophonie telle qu'elle a été conçue traditionnellement, pour faire de la francophonie une sorte de catégorie qui soit une catégorie mondiale, dans laquelle on peut retrouver non seulement des écrivains français, mais aussi des écrivains francophones. Alors cette approche-là est une approche qui peut aussi se comprendre si l'on estime que la migration bien pensée, bien abordée, peut être justement le lieu de relation entre les peuples, les cultures, les civilisations, peut-être les écrivains. Ben voilà, si vous avez des questions. Oui, vous pouvez répéter l'auteur de la littérature monde que vous avez mentionné. Michel Lebris. Et Jean Bourg, en fait, ils étaient deux. En fait, c'est un ouvrage qui est collectif, ils sont 46, 44 plus 2. Donc vous trouvez tout le monde, Daïla Ferreira, Alema Bantou, Dina Safi, Yin Chen. Alors, Yin Chen qui est une écrivaine chinoise, mais qui vit, comme vous le savez, en Ontario maintenant. Daïla Ferreira qui est un écrivain haïtien qui vit au Québec. Alema Bantou qui est un écrivain d'origine congolaise qui vivait à Paris, mais qui vit maintenant en Californie. Bon, bien que si on fait ça prendre la géographie des auteurs, on s'aperçoit que c'est quand même une géographie des migrations, des déplacements. Mais c'était déjà le cas dans les années 20-30. Quoi? On regarde par exemple les écrivains haïtiens qui sont établis au Sénégal. Une question parmi vous? Oui, deux questions. La première, justement, pour rebondir sur ce manifeste de la littérature monde, qu'est-ce que tu penses de sa postérité, puisqu'il a été publié il y a maintenant un certain temps. Est-ce que ce projet, en fait, littéraire, mais en même temps aussi politique, d'une certaine manière, est-ce que ce projet a porté ses fruits ne serait-ce que littéraire, à ton sens. Et puis ma deuxième question, elle porte sur ce fameux Bakary Diallo que tu as évoqué, qui est l'auteur de cet ouvrage qui s'appelle Force Bonté. Je pense que c'est à lui que tu faisais allusion, que tu as classé comme étant un ouvrage un peu pionnier, au fond, mais des auteurs comme Senghor, par exemple, regardaient cet ouvrage avec beaucoup de distance critique, parce que c'est un témoignage donc d'un tirailleur sénégalais, certainement écrit, comme tu l'as dit, ou aidé par d'autres, comme Lucie Couturier, par exemple, une grande figure de l'époque, mais qui présente une version extrêmement
paternaliste, extrêmement convenu de cet engagement, où il pleure d'émotion avec la Marseillaise, etc. Bref, tout ce que le colonialiste de l'époque voulait entendre. Donc j'ai un peu de mal à faire de Force Bonté un ouvrage qui aurait lancé quelque chose qui ensuite se serait déployé du côté de la négritude ou du côté des œuvres qui, au fond, avaient une dimension, disons, critique par rapport à la colonisation. Merci pour les deux questions. Je commencerai par la seconde, par Bakary Diallo. C'est vrai que si on lit Bakary Diallo dans le texte, c'est pas très intéressant. Il pleure tout le temps. Ou alors, il y a la bonté partout. Il y a une infirmière qui vient le soigner, ah, c'est la bonté française. On lui ouvre une porte pour le laisser entrer, ah, c'est la bonté française. Oui, il y a la bonté partout. C'est même une bonté qui est une bonté chrétienne. Pour quelqu'un qui n'était pas de confession chrétienne, c'est un peu compliqué, mais on voit très bien, là, c'est un indice, c'est peut-être pas lui qui l'a écrit. Merci Lucie, ou Richard, l'éditeur. Bon, mais en même temps, ce qui m'intéressait moi, c'est la réception. C'était pas le contenu de l'œuvre. Dans les années 20, à Paris, j'allais dire, Batoila n'est pas encore là. Hein. René Maran, c'est après. C'est 1921, René Maran. Or, lui, il est 1920. Et donc, dès 1920, déjà, on voit poindre, en France en particulier, une réception qui est une réception positive. Et moi, ce qui m'intéressait, ce n'était pas que le sujet était intéressant, ce n'était pas qu'il avait raison, mais c'est que la manière par laquelle on reçoit, l'œuvre consiste à dire, mais ça va régénérer la littérature française. C'est ça qui est assez intéressant. Un peu comme Bérouet et Fouet disent, oui, mais les migrants vont régénérer la société québécoise, donc vont régénérer la littérature québécoise. En fait, c'était plutôt cet élément-là. Mais Senghor, ou plus exactement la Revue du Monde Noir, parce qu'en 1932 c'est quand même ça, la Revue du Monde Noir, qu'est-ce qu'ils disent? Ils disent, ben écoutez, vous, écrivains français, acceptez-nous dans vos rangs, parce que nous allons régénérer la littérature. Senghor, quand il dit ce que le noir apporte, mais ce n'est pas ce que le noir apporte au noir, le noir apporte au blanc, ce que le noir en tant qu'Africain apporte à la société française. Et donc, c'est là pour ça qu'il sera un peu plus tard considéré effectivement comme n'étant pas traité comme Bakary Diallo, parce qu'on va dire, ben oui, il parle exactement comme les anciens colonisateurs, parce qu'il leur apporte quelque chose. Parce qu'au fond, il avait ce qu'il appelait lui-même cette sorte de gratitude envers la société française, mais qui était pour lui, disait-il, une politesse. C'est la politesse de la gratitude, comme il disait lui-même. Mais personne ne le comprenait ainsi. Et effectivement, cette attitude-là, c'est une attitude qui permet de comprendre que dans un cas comme dans l'autre, l'idée de régénération est une idée qui a été partagée. Senghor pense que effectivement, les Noirs vont régénérer la société française. Hein. D'ailleurs, il n'a pas totalement tort si on regarde les deux guerres mondiales, si on regarde le rôle justement des tirailleurs sénégalais, ou alors si on regarde le rôle qu'on a fait jouer aux tirailleurs sénégalais, ou l'importance qu'on leur a donnée, par exemple, aux tirailleurs sénégalais. Et de ce point de vue, le maréchal n'a pas été le moins, n'a pas été le dernier à donner un rôle positif aux tirailleurs sénégalais. Dans les discours qu'il a tenus en 1917. On regarde, n'est-ce pas, le discours qu'il tient sur les tirailleurs sénégalais, c'est assez intéressant. Ce ne sera pas le même en 1939, mais c'est vrai qu'en 17-18, oui, là-dessus, il affirme totalement que s'il n'y avait pas les tirailleurs sénégalais, ben, la guerre était perdue. Il le dit. Et donc, il fait reconnaître en quelque sorte, bien sûr, n'est-ce pas, les honneurs qui sont ceux des tirailleurs sénégalais. En ce sens-là, oui, c'est ce qui m'intéressait, c'était la régénération. Et que cette régénération permettait de rendre compte de tenir un discours positif vis-à-vis de la littérature. La première question, c'était... oui, la fameuse littérature monde. Oui. Alors, cette littérature monde, alors d'abord, c'est un manifeste. Et comme tout manifeste qui se respecte, un manifeste est fait pour manifester. Donc c'est un ouvrage de mauvaise foi, forcément. Il y a beaucoup de mauvaise foi dans ce manifeste. Pour confidence, je peux dire que je l'ai vu écrire, mais je ne savais pas que c'était le manifeste. Ils l'ont écrit à Bamako, au Mali, un soir d'étonnant voyageur, où ils se réunissaient tous les soirs dans un bungalow, je m'en souviens pas très bien, et où ils faisaient une sorte de conspiration. Ils étaient quatre à faire la conspiration. Le quatrième d'ailleurs a disparu depuis longtemps des tablettes du manifeste littérature monde. C'était Gary Plan, l'écrivain haïtien,
qui vit toujours aujourd'hui à Montréal et qui s'est plaint, quelques années après, d'avoir été évincé. Poser la question à Abdurrahman Ouaberi, qui faisait partie justement de la conspiration, et qui m'a dit que c'était le mauvais écrivain au mauvais endroit. C'est pour ça que je dis, n'est-ce pas, c'est pour ça que je parle justement de mauvaise foi. Pourquoi? Parce qu'en fait, pour que le manifeste ait un sens, il ne faudrait pas qu'il y ait des faibles comme auteur. Or, Gary Clan, c'était le faible. C'était le maillon faible. Ils auraient voulu, à l'époque, Dany Laferrière, qui n'était pas venu. Alors, ils avaient trouvé, n'est-ce pas, un haïtien qui s'appelait Gary Clan, qui était, n'est-ce pas, un écrivain de seconde zone, n'est-ce pas, mais il a bien fait partie, n'est-ce pas, de l'affaire. Sauf qu'au moment où il a fallu diffuser effectivement le manifeste pour qu'il ait du poids, ils ont trouvé, n'est-ce pas, de grosses pointures, parmi lesquelles Édouard Glissant, qui n'avait pas lu le manifeste, qui ne savait pas ce qu'il y avait dedans, et qui l'a signé, par exemple. Et qui va, n'est-ce pas, faire son mort Édouard en disant, oh là là, Édouard, pourquoi tu as signé? Parce qu'il y avait monde. Alors, comme il est un défenseur, bien sûr, n'est-ce pas, de la mondialité, la mondialisation, le tout monde, alors évidemment, n'est-ce pas, il a signé. Alors, pourquoi est-ce que je raconte tout ça? Parce que finalement, un manifeste est fait pour manifester et que le but du manifeste, c'est d'abord d'attirer l'attention sur un sujet précis. Et le sujet précis, c'était quoi? C'était l'étonnant voyageur qui n'était pas financé par l'OIF. C'est quand même ça la réalité de l'histoire, c'est assez terre à terre. Or, les financements avaient existé jusqu'à l'année d'avant. Michel Lebris était allé chercher des financements l'année d'après à Abdou Diouf, secrétaire général de l'OIF, qui lui avait dit, mais nous avons quelques problèmes financiers, on va vous diminuer, n'est-ce pas, la subvention de 30%. Ce qui lui posait de gros problèmes pour faire tourner son affaire. En vérité. Si on laisse tomber ce côté de l'histoire, la petite histoire du manifeste, et qu'on ne s'intéresse effectivement qu'à ce qu'il prétendait faire, à savoir rendre compte de l'idée qu'il y a une nouvelle manière de penser la francophonie qui doit être mondialisée, oui, de ce point de vue-là, il y a un saut qualitatif. Si on regarde dans les faits, ben, en fait, c'est enfoncer une porte ouverte. C'est-à-dire au moment où il dit la francophonie est une francophonie qui est mondialisée, mais elle est déjà mondialisée. L'Organisation internationale de la francophonie, ce n'est plus l'Organisation de la francophonie. J'avais dit qu'en gros, l'OIF est en tant que structure ailleurs. Ce n'est plus la société. En fait, ils font comme si on était encore à l'agence de coopération culturelle et technique. Hein. Alors que ça fait longtemps qu'on est sorti de l'agence de coopération culturelle et technique, qu'on est déjà dans la mondialisation, que le premier secrétaire général de l'OIF n'est autre que Boutros Ghali, qui était l'ancien secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies. Si c'est pas ça la mondialisation, j'aimerais bien qu'on m'explique ce que c'est. Donc c'est un peu enfoncer les portes ouvertes.